Ces derniers temps, je suis tombé sur des vidéos qui me font remettre en cause le contenu même que je suis en train de développer pour FinLearn. Voilà, pour ceux qui ne me suivent pas encore, FinLearn, c'est une plateforme d'éducation financière pour les étudiants que je suis en train de développer. Une sorte de Duolingo, d'une plateforme de micro-learning qui permettent à chacun de s'éduquer, d'améliorer ses connaissances et ses compétences pour prendre de meilleures décisions financières. Bon, une fois que ça est dit, j'ai vu des vidéos récemment qui me font vraiment remettre en question ce que je suis en train de mettre en place. Euh, Plusieurs points. Déjà, moi je m'adresse à des étudiants et je ne veux pas leur dire quoi faire, je veux leur donner les connaissances et les compétences qui leur permettent derrière de prendre leurs propres décisions de manière autonome. Donc je veux amener chez eux un certain esprit critique. Et on voit fleurir depuis plusieurs années et j'ai été nourri par ça et c'est ça en fait d'abord qui m'avait encouragé à vouloir développer cette plateforme qui est tout l'avènement du DCA, Dollar Cost Averaging. En gros, l'idée, c'est d'acheter tous les mois un certain type d'actions en bourse et sur le long terme, ça fait 7% par an depuis 200 ans. Bon, ok. Ça, c'est ce qu'on entend régulièrement. Mais en fait, je réfléchis petit à petit parce que il y a quand même plusieurs mécaniques qui ont été mises en place. Alors oui, certes, il y a de l'innovation, la bourse monte à long terme, mais déjà, ça c'est vraiment important. J'étais déjà en train de mettre dans mon contenu, bah oui, mais la croissance, est-ce qu'elle va durer? On parle d'écologie beaucoup dans les écoles et dans le milieu étudiant. Est-ce que la croissance va continuer à durer? Est-ce que les innovations, en tout cas, vont porter la croissance? Oui ou non? Euh, Est-ce qu'on aura au moins un peu de croissance sur certains types d'actifs ou sur certains types d'actions, en tout cas? Et donc, en fait, tout ça, j'avais déjà commencé à y réfléchir. Mais il y a plusieurs choses auxquelles je pensais indépendamment, qui est en fait toute, alors je sais pas si c'est une crise, mais en tout cas, cette manière des États depuis 40 ans d'emprunter sans cesse encore et encore de la dette sur les marchés financiers et de se financer. Et on voit que chaque année, les gouvernements, et les Américains les premiers, les Américains ne sont pas les meilleurs là-dessus, les Américains les premiers endettent, s'endettent et perdent plus d'argent en fait qu'ils ne... Enfin, ils dépensent plus d'argent que ce qu'ils n'en gagnent. Donc ça, c'est un premier mécanisme. On a la même chose en France. Donc ça, c'est le premier point. Et en fait, ce qui est encore, entre guillemets, plus terrible, c'est que quand on parle de croissance depuis 200 dernières années, puisqu'on a un monde en croissance, et qu'on regarde en fait l'évolution de la dette, il faudrait que je vérifie, mais j'ai entendu dire dans ces fameuses vidéos que quand on regarde le déficit par rapport à la croissance, le déficit ramené au PIB est en fait supérieur à la croissance. Ce qui fait qu'en gros, la croissance réelle négative est négative. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça voudrait dire, si c'est le cas, que ça fait depuis 40 ans que, en gros, l'État va emprunter 2 euros pour faire 1 euro de croissance. Autant dit, s'il n'avait pas emprunté ces 2 euros, il aurait été, enfin dans tous les cas, en fait, il a perdu de l'argent. Si on regarde tout ce qu'il a mis dans la machine, ses recettes plus la dette, il a perdu de l'argent. Et on n'a pas de croissance du tout. Donc c'est assez embêtant parce que du coup, ça remet quand même en cause ce principe de DCA, parce que je me dis que l'accroissement de la dette à long terme, je me pose vraiment des questions sur est-ce que c'est soutenable. Je suis pas en train de dire que c'est pas soutenable, mais je me pose des questions en tant qu'étudiant. Est-ce que, voilà, cette hypothèse de base, parce que l'hypothèse de base du dollar cost averaging, c'est justement d'investir sur des marchés en croissance. Marchés en croissance qui, en tout cas sur le long terme, ont plutôt tendance si on en croit les mots de Warren Buffett notamment, qui plutôt tendance à se rapprocher des fondamentaux ou être porté par les fondamentaux. Alors oui, parfois on a des bulles, ça décroît, puis ça remonte, mais ce qui fait que globalement le marché est haussier, c'est que l'économie globalement a été en croissance. Et là, je parle de croissance pure comme on entend parler, c'est-à-dire de croissance y compris quand on injecte la dette des États. Donc, si jamais on enlève la dette des États, ou une grande partie, le monde ne sera plus en croissance. Et donc, si les marchés ne sont pas structurellement en croissance, acheter tous les mois la même somme pourrait ne pas être intéressant. Parce que acheter tous les mois la même somme, ça marche si en gros on est en train de moyenner, mais que globalement c'est à la hausse. Si on moyenne mais que le marché fait que baisser globalement, ça n'a pas de sens.
Donc ça, c'est la première chose qui me fait remettre en question, et je vais quand même aborder ces sujets-là, mais je vais vraiment mettre un point d'honneur sur ces sujets de dette, de croissance, et je vais me renseigner plus là-dessus parce que c'est pour moi un sujet primordial. Euh, Certes, les étudiants prennent leurs décisions, mais il s'agirait qu'ils aient un esprit critique. Et pour qu'ils aient un esprit critique, le but, c'est aussi que je développe plusieurs aspects et que, bah voilà, ils prennent dans les différents enjeux. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point qui m'a fait réfléchir, c'est oui, imaginons qu'on prenne ces hypothèses de croissance, ça continue sur le long terme. Sauf que 7% par an, quand on est étudiant et qu'on met 100, 150 euros par mois, ce qui est déjà des grosses sommes, même si on mettait 300 euros par mois, bah en gros, avant d'avoir un capital qui est significatif, bah on n'a rien gagné, quoi. Enfin, dans le sens où parfois, donc, et là c'est le cas justement, c'est un peu, c'était une vidéo que j'ai vue de, c'était un, euh, bref, c'était une vidéo sur justement ces influenceurs. Purée, j'ai oublié, c'est vachement bien le contenu qu'ils font en plus. Bref, je mettrai peut-être le lien en dessous. Donc du coup, il disait, bah oui, mais la classe populaire notamment, et pour l'instant les étudiants, en fait, sont, pour mettre ce type d'argent tous les mois, déjà, ils font plus ou moins de la privation. Ok. Même si on suppose qu'ils font pas de privation, en fait, ça leur rapporte pas grand-chose d'investir tous les mois en bourse. Là où ça rapporte vraiment, là où ça a vraiment un intérêt, c'est quand on a un capital significatif. Parce que là, 7% sur un capital de 100 000, 1 million, 2 millions d'euros, c'est bien. Alors qu'en fait, 100 000 sur 100, 200, 1000, 2000 euros, c'est pas énorme. Et en fait, je dis c'est pas énorme si on compare, par exemple, le revenu du travail. Il y avait une vidéo, par contre, je me rappelle, c'est la chaîne de l'investissement pour tous, qui disait arrête d'investir si tu es jeune. En gros, plutôt investis ton temps sur, tu vois, tu peux travailler à droite à gauche et ça augmentera bien plus ton capital que si tu en fait tu mets tout ton temps pour te former en bourse. Donc moi, si je me forme en bourse, moi je me suis dit, j'avais vu cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai vue, mais je me suis dit, mon but justement, moi j'ai des ambitions et je veux avoir un gros capital futur. Et donc au bout d'un moment, il faut se former avec du petit capital, se faire les armes sur du petit capital, parce que c'est les mêmes mécanismes que sur des gros capitaux. Et donc le but derrière, c'est, moi c'était comme ça que je le voyais, me dire, bah en fait je me forme avec mon capital petit à petit, avec du capital qui va grossir, mais en fait mon but c'est que je sais que ça a réellement un intérêt quand j'aurai du gros capital. Mais donc mon objectif c'est d'avoir du gros capital. Euh, et en fait tout ça c'est intéressant. C'est intéressant, mais finalement, est-ce que je devrais vraiment, ça me pose la question, est-ce que je devrais vraiment encourager les jeunes à investir? Oui ou non? Ou alors, comment faire en sorte justement, donc c'était cette autre personne là qui disait oui, mais en fait il y a deux phases. Il y a la phase de on accroît le capital et ensuite il y a la phase où on conserve, on augmente. Donc en gros, il y a la deuxième phase qui est un peu phase de bourse. En gros, 7% par an sur un énorme capital, c'est génial. Même moins, hein, parce que du coup, on va être peut-être plus conservateur. Mais dans la première phase, là où on veut avoir une expansion du capital, peut-être qu'il y a d'autres leviers, comme le levier bancaire sur l'immobilier en France, qui est absolument exceptionnel, sur lequel je pourrais m'attarder plus. Donc voilà, donc bref, j'essaye de ne pas trop m'éparpiller, mais donc l'idée, j'ai un parcours d'apprentissage, je fais du micro-learning. Je pense que ce que je vais faire, c'est, mais donnez-moi votre avis, parce que c'est vraiment important pour moi, et ça me nourrira, et on peut en discuter aussi en direct, ce qui est encore plus intéressant. Plusieurs choses, en fait, qui sont d'un côté le, le fait de dire, bah voilà, moi, mon but, c'est aussi de former les gens, parce que là, c'est vrai que pour le moment, je touche des étudiants qui sont de grandes écoles, donc plus tard, ils auront des salaires qui sont importants, et ils sont amenés à avoir un capital qui, qui est important. Dans cette optique-là, apprendre à investir en bourse maintenant, c'est une bonne chose, mais c'est une bonne chose en termes de formation pour plus tard, pas une bonne chose en termes de je gagne de l'argent maintenant, ou alors je mets en place des intérêts composés, mais enfin des intérêts composés, même si je mets 100 euros par mois, si dans 10 ans, je commence, enfin dans 5 ans même, je commence à mettre 3000 euros par mois de côté,
c'est parce que tu as des gros salaires. Bon, bah, tes 100 euros, même si tu as fait des intérêts composés pendant quelques années, ça fait pas grand-chose. Donc les ordres de grandeur sont importants aussi. Mais moi, mon but, c'est vraiment que d'un côté, les gens se forment. Mais de l'autre, je suis en train de réfléchir comment je fais pour permettre aux étudiants, du coup, de montrer qu'on peut gagner de l'argent d'une certaine manière, donc d'augmenter son capital. Et dans ce cas-là, je suis en train d'imaginer des choses, peut-être un peu folles, il faudra qu'on en discute. Et là, c'est un entrepreneur avec qui j'avais discuté qui m'avait dit ça l'année dernière. C'est dans le cadre d'un autre projet, mais là, ça revient au bout du jour. Un entrepreneur qui s'appelle Vincent Ollet qui a fondé Gigli. Enfin bref, très cool. Qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas des espèces de club deal pour les étudiants? Je m'explique. En gros, l'idée, c'est on forme des groupes d'étudiants, on les regroupe et ils viennent amener un apport pour acheter un bien immobilier. Donc on les met ensemble et on va voir la banque et on leur dit écoutez, vous avez 10 étudiants à fortiori de Centrale Supélec qui auront des beaux revenus plus tard. Prêtez-leur de l'argent, de toute façon ils sont 10. Donc vous pouvez acheter comme ça un bien avec 10 étudiants par exemple, ou peut-être moins, un bien immobilier. Du coup tu fais un levier bancaire qui est significatif. Et derrière, en fait, ce bien, il appartient aux 10 étudiants. Et donc comme ça permet de faire une croissance et vraiment une augmentation de capital, puisqu'en fait, une création de capital, puisque ils achètent l'appart et peut-être d'ici 5-10 ans, ils l'ont vendu et là, pour le coup, ils auront fait une plus-value importante. Quand je dis plus-value, attention, c'est que si jamais, imaginons qu'ils attendent les 20 ans de remboursement de crédit à la banque, bah, ils auront fait en fait gain en capital qui est le gain de la valeur du bien, sans même compter l'augmentation de la valeur du bien si jamais le parc immobilier augmente dans le temps. Mais si tu mets 100 000 euros, en fait au début, bah, tu fais 100 000 euros de crédit bancaire. Au bout de 20 ans, tu as remboursé ton bien, bah, en fait, tu as gagné 100 000 euros, ce qui est pas mal. Ce qui est potentiellement mieux du coup que n'importe quel investissement en bourse. Et donc je me dis qu'il y a peut-être ce levier à faire de créer des sortes de deals immobiliers avec des étudiants et d'aller voir des acteurs bancaires pour les financer et pour faire des choses bien. Bon, pour ça, si je fais ça, donc il faut aller trouver des acteurs bancaires de confiance d'un côté, mais surtout il va falloir que soit je me forme, mais ça c'est, je ne vais pas me former tout seul, il va falloir que je trouve des personnes pour m'aider à faire des bons deals, parce qu'un bon deal, attention, là ce qu'on fait en fait c'est qu'on échange du temps contre de l'argent. Et c'est pareil en bourse finalement, hein, mais finalement c'est pareil en bourse. Mais si on fait de l'investissement locatif, ce qu'on fait c'est que tu achètes un bien, donc d'abord il faut te renseigner sur comment on fait, il faut faire des travaux, voilà, quand même des choses à faire, mais ça pourrait être une idée. Voilà. J'ai pas mal parlé, j'ai évoqué plusieurs aspects. Maintenant que j'y pense, je pense que je vais publier cette vidéo sur le WhatsApp parce que je pense que je pense que ça peut être intéressant. J'aimerais vraiment avoir votre avis là. Si vous êtes sur le WhatsApp, envoyez-moi un message. Dites-moi ce que vous pensez de ces sujets-là. Comment je devrais les traiter. Si avoir un deal IMO comme ça vous intéresserait. Enfin voilà, j'aimerais vos retours là-dessus. Et si jamais vous connaissez, voilà, que ce soit des méthodes de création de valeur, de création de patrimoine, l'entrepreneuriat en est un. Attention, on dépense beaucoup de temps. Les entrepreneurs, oui, quand on regarde les entrepreneurs, ils gagnent. Enfin, les plus fortunés sont des entrepreneurs. Pour autant, il y a énormément d'entrepreneurs qui ne gagnent pas d'argent. Donc l'entrepreneuriat n'est pas forcément une entière source de création de valeur. En revanche, il y a quand même enfin, pour passer on va dire, de 0 à 100 milliards, mais pas 100 milliards ici. Mais pour se créer même du patrimoine à 10, 20, 30, 40, 50 000, 100 000 euros, ce qui est actuellement, il me semble, beaucoup pour des étudiants, comme moi d'ailleurs, pour moi c'est beaucoup, 100 000 euros. Je pense que créer une entreprise ou du moins un petit business, enfin petit entre guillemets, bah, ça peut peut-être aussi être un moyen. Donc peut-être qu'on pourrait former les gens. Pas sûr que les gens soient intéressés par ça. Mais en tout cas, voilà, j'imagine vraiment le truc de dire, d'un côté, du coup, si je résume, trois choses. Quatre. D'un côté, il y a le système enfin le système de crédit et le système d'endettement des États, qui me fait un peu repenser la chose. De l'autre, il y a le fait que il y a le système que le DCA finalement c'est assez long
dans le temps. Les intérêts composés sont longs à se mettre en place et surtout, ils ne sont intéressants finalement que pour des personnes qui sont relativement fortunées. Et donc, du coup, il est intéressant pour des étudiants notamment d'avoir avant cette phase de DCA, même si les deux peuvent se faire en parallèle, mais d'avoir aussi, dans les premières années, une phase de création de patrimoine, que ce soit par l'immobilier ou par des business, globalement. Voilà, j'ai bien résumé. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment, ça me permettra donc de développer au mieux FinLearn. Là, je suis en train d'y réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.